Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 115 et on va vous parler du 5e Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Portimao au sud du Portugal avec un début de week-end victime de conditions météo très particulières. Et pour m'accompagner cette semaine, Stéphane. Salut Stéphane. Salut Olivier, salut à tous. Ça va la forme ? Nickel. Bah écoute, parfait. Encore un beau week-end de Grand Prix cette semaine. On n'a pas encore toutes les réponses aux questions qu'on se pose depuis le début de saison, mais il y a des débuts de petites tendances qui commencent à naître. Ça commence à devenir intéressant. Oui, il y a peut-être d'autres questions qui se posent aussi. Oui, du coup, on se posait pas avant. Exactement. Absolument. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec le gagnant du jeu qui consiste à deviner le poleman du week-end dans la catégorie MotoGP. Et cette semaine, c'est Shuno Weiss qui va recevoir les goodies de C'est qui en pôle. C'est le seul d'ailleurs à avoir trouvé le nom du poleman. On a eu droit à beaucoup de Marc Marquez, mais c'est un pilote sur Ducati qui a eu la pole finalement. Réponse dans quelques minutes. En tout cas, n'oubliez pas de participer à notre concours. C'est toujours sur Twitter. Tout de suite, on passe aux news avec en Moto 3 le vainqueur de la dernière Rookies Cup, David Alonso, qui a été déclaré au départ du Grand Prix du Portugal en Moto 3 pour Gas avec Izan Guevara et Sergio Garcia. Le Colombien Alonso a remporté 6 victoires pour décrocher le titre de la Rookies Cup en 2021, dont un doublé lors de la manche d'ouverture à Portimao. Mais il n'avait pas pu accéder au Grand Prix cette saison en raison de son jeune âge. Et du coup, cette année, il va participer au championnat du monde Junior GP. Et ce week-end, ce sera, comme MotoGP.com le signalait, un parfait échauffement avant la manche inaugurale à Estoril dans un peu plus de 2 semaines. Et on passe tout de suite au MotoGP avec la grosse news. C'est Miller qui dément un potentiel retour chez LCR. Voilà, des petites rumeurs, voilà, qui laissaient penser que le pilote australien allait revenir chez LCR. Là, j'imagine que tu as une petite chose à dire sur cette rumeur démentie pour le coup. Ouais, alors sans faire de spoil, mais c'est vrai que quand tu vois un peu ce qui se passe pour Miller chez Ducati, tu peux te poser la question de savoir est-ce qu'ils vont le reconduire. Ouais. Et je pense que il n'y a pas de fumée sans feu, donc il doit quand même y avoir Miller doit quand même taper un peu à toutes les portes, voir s'il y a des sièges de disponibles pour l'année prochaine. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense je vois que la mayonnaise Miller Ducati, elle a pas bien prise, quoi. Miller Ducati usine, en tout cas. Miller Ducati usine, pardon. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Miller Ducati usine. Non, mais c'est vrai. Effectivement, cette semaine, ça n'a pas été beaucoup plus. Il y avait un potentiel, disons, mais ça a été un petit peu gâché. On en parle évidemment tout à l'heure. Mais oui. S'il veut continuer à rouler en GP, il va falloir sérieusement qu'il prépare l'avenir. Oui. À défaut d'avoir des victoires ou au moins des podiums. Ça pousse un petit peu derrière un côté Ducati, parce que Jorge Martin, c'est quand même le principal prétendant pour Ducati usine. À voir si Bastianini reconfirme encore cette saison des bons résultats. C'est ça. Enfin, c'est quand même Martin qui est quand même bien placé pour prendre sa place. Il est bien placé, mais après, tu sais, Ducati sont italiens, et si Bastianini fait une belle saison, il pourrait signer un Italien et pas un Espagnol. Absolument, ouais. Ce serait intéressant. Je pense que pour Johann Zarco, c'est un petit peu exclu, pour le coup. Ouais. Parce que de toute façon, de son côté, je pense qu'il se sent plutôt bien chez Pramac. En tout cas, il le montre par des bons résultats. Et là, on va encore le voir cette semaine d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il a l'air de bien se sentir dans cette écurie avec une ambiance qui lui convient, une moto qui lui convient aussi, une moto qui peut gagner parce que c'est la moto de cette année. Et donc, il n'a pas de raison d'aller chez Usine avoir plus de pression. Même cette année, j'allais te dire, ils sont mieux chez Pramac que chez les usines, parce que les Pramac sont toujours devant les usines. Alors, je remets pas. Alors, les pilotes usines sont très forts, il y a pas de souci. Mais tu te dis, c'est quoi la pression, je sais pas, une ambiance dans l'équipe, autre chose. Mais
En tout cas, vaut mieux rester chez Pramac pour l'instant que chez les rouges. Ouais, c'est clair. Bah du coup, je te propose de passer aux courses. Allez. Alors cette semaine, toujours pas de Moto E, mais le championnat commence à Jerez dès ce dimanche. Ouais. Du coup, je te laisse pour le résumé Moto 3. Et le moins qu'on puisse dire, Stéphane, que les conditions étaient assez dantesques au début du week-end. C'est vrai, un week-end qui a été très très pluvieux. Alors, on a eu de la chance, en tout cas en Moto 3, de voir une course qui se tient sur piste sèche. Je te laisserai la main pour la Moto 2. Ouais. Où là, ça a été différent. Tomber quelques gouttelettes. Mais en tout cas, qui suffisent à perturber le bon déroulé du truc. À faire une belle course de Moto 2. Bon, en tout cas, pour les Moto 3, donc ce qui nous intéresse, la course se déroule sur piste sèche. Comme je vous l'ai dit, en Q1, donc c'est Honshu, Foggia, Nepa, Watley qui vont être repêchés pour participer à la Q2. Et donc on a une première ligne avec Honshu, Hadji et le Français Felon qui partira de la 3e place. Et c'est la première ligne pour Lorenzo Felon. C'est donc Honshu qui réalise le hold shot, suivi par Sergio Garcia et Hadji. Felon, lui, fait un très bon départ puisqu'il va pointer après quelques virages à la 6e place. Ouais. Devant une cassure, va vite s'opérer. Sergio Garcia va cravacher, va imposer quand même un super rythme et il va compter jusqu'à plus d'une seconde d'avance sur un groupe qui est composé de Guevara et Sasaki. Ces deux pilotes vont être à plus d'une demi-seconde d'un autre groupe composé de Massia et Honshu. Alors ces deux petits wagons en fait vont se suivre jusque 12 tours avant la fin de la course. Et là en fait tout le monde va rattraper Sergio Garcia, on va avoir une bataille à 5 pilotes. Et donc, comme tout le temps en Moto 3, donc ça va se doubler et il faut attendre le dernier tour pour savoir qui va être le vainqueur. Et donc finalement, c'est Garcia qui va s'imposer devant Massia et Sasaki, qui finira 3e. Felon, quant à lui, va marquer des points puisqu'il va finir 14e, malgré un long lap dans son dernier tour. Voilà, il arrivera à conserver cette 14e place. Au classement général, du coup, Garcia à un point d'avance sur Foggia avec 83 points, Foggia 82 et Massia qui commence à être loin avec 54 points. Est-ce qu'on dit déjà Cocorico Lorenzo Felon? Ah ouais, c'est un bon résultat. Alors le samedi, conditions météo pour le coup particulières, parce que même si la course s'est déroulée sur le sec, là, le samedi c'était un peu différent, il y avait du mi-figue, mi-raisin, ils savaient pas trop. Et d'ailleurs ça fait des dégâts en MotoGP, on en parle évidemment. Parce qu'il y a des flaques et pas de flaques. Ouais, flaques, pas de flaques, des grosses draches suivies d'un peu de soleil, c'était assez dantesque. Et puis il en a bien tiré parti de ces conditions, et puis belle première ligne, du coup. Alors malheureusement, ça a pas suivi sur le rythme de course. Non, puisqu'il a il a réussi à tenir sa 6e place quelques tours, mais il quand même, il a dégringolé dans le classement pour finir 14e, qui finalement, c'est pas méchant, mais un peu sa place, quoi. Quand on voit la saison dernière et même cette saison, en fait, il est plus ou moins scotché dans ce ventre mou, il n'arrive pas vraiment à trouver le truc pour pointer dans le top 10. Ouais, c'est encore un peu compliqué. Bon, faut quand même encore une fois rappeler que cette première ligne, c'est quand même un beau résultat. Ça peut déclencher quelque chose éventuellement la semaine prochaine, cette semaine. Non. On va voir. Ouais, alors après c'est pareil, c'est une première ligne qui est faite sur des conditions de course un peu particulières et quand tu vois que les conditions normales, c'est la piste sèche, qui finit toujours entre 15 et 20. Voilà, que faut-il faire? Ouais, faut dire que le niveau devant est assez velu. C'est vrai. Devant, ça attaque fort, parce que on a eu quand même une belle bagarre avec 5 pilotes et jusqu'au moment, tu savais pas qui allait remporter cette course. Ouais, c'est rare. Alors, Honshu n'aurait pas réussi à tirer son épingle du jeu, malheureusement, qui était quand même plutôt bien parti. Mais les autres ont faim aussi, surtout Garcia, il est quand même assez impressionnant. Il est impressionnant. Ouais. Mais c'est serré entre Garcia et Foggia, 1 point d'écart. Ouais. Bon. Oui, au championnat, c'est loin d'être joué. Massia, comme tu le disais, il est un peu plus loin, mais Garcia Foggia, la bagarre va être intéressante. À propos de Foggia, justement, je m'étais fait la réflexion que les léopards étaient pas fantastiques ce week-end. Donc Foggia, il termine 8, je crois. Oui, c'est tout 8, c'est ça. Quelque chose comme ça, ouais. C'est
pas nul. Hein. De toute façon, il marque du point pour le championnat, hein, la preuve. Hein. Il est encore collé à Garcia. Mais voilà, c'est... Mais c'est peut-être une alerte parce que on avait l'habitude de voir les léopards vraiment à certains moments dominer. Là, un petit peu plus de difficultés, quoi. Et même Suzuki, on l'a pas du tout vu aux avant-postes pour le coup, alors que par les dernières courses, on le voyait peut-être un peu plus. Là, un peu plus compliqué, ouais. Ouais, faire attention que ça soit... Mais week-end, encore une fois, très particulier aussi sur le plan météo. Peut-être que c'est ça. Avec des pilotes qui n'ont pas réussi à tâter la piste sèche tout le week-end pour savoir où ils pouvaient aller, c'est différent, quoi. Ouais, après, bon, est-ce que c'était une piste qui était typée pour Foggia? Des fois, des pilotes qui aiment bien une piste, pas d'autres. Ouais. Donc... En tout cas, lui, Garcia, ça lui pose aucun souci. Quoi qu'il arrive, il est tout le temps dans la tête, quoi. C'est assez dingue. Bah, surtout qu'il part de la sixième place. Il prend même pas première ligne. Donc, ouais. Et Foggia, il partait de loin, il partait 12e. Ouais. Donc finalement, il s'en sort pas si mal. Ouais, il est... C'est une petite remontada, hein, connaissant le bonhomme. Remonter 6 places, c'est pas tant que ça, finalement. Mais ouais. Bah, pas grand chose d'autre à dire hein, sur cette course de Moto3 qui finalement a été un peu bagarrée sur la fin de course. Voilà. Mais, en fait, pas très passionnante, rien passé faut bien le dire. Jusque les derniers tours, en fait. Ouais. Est-ce que tu nous... Bah oui, ça peut pas être le champagne toutes les semaines en Moto3. On est tellement habitués à la bagarre en Moto3 que quand c'est un peu plus... c'est clair. Ouais. Quand c'est un peu plus niveau MotoGP, du coup, on se dit on se fait chier, quoi. Ouais, c'est ça. Alors pour le coup, il y a une course où il s'est passé plein de choses ce week-end. C'est en Moto2. Pour une fois, j'allais dire. Merci à Ophélie, au passage, qui nous a concocté ce petit compte-rendu et qui malheureusement ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Alors en Moto2, passe en Q2 Ramirez, Arbolino, Navarro et Vandencourt-Berg. Et en Q2, c'est Canet qui claque la pole, suivi par Bobier, Dixon, Arbolino, Fernandez. Lowes est 6e, si je calcule bien. O'Gara 7e, Chantra 8e, Roberts 9e. Et c'est parti pour le départ sur une piste encore légèrement humide avec quelques petites traces comme ça de pluie à certains endroits du circuit. Très bon départ de Bobier devant Canet alors qu'Arbolino grappille la 3e place. Canet prend le dessus sur Bobier dans le premier virage du second tour et prend donc la tête. De son côté, Chantra dépasse Arbolino et s'installe à la 3e place. O'Gara va venir coller Arbolino pour prendre la 4e place. Et puis pour Dixon et Lowes, c'est un peu foiré. Il rétrograde de 5 places et pointe à la 6e et 11e place. Et dès le 3e tour, c'est le drapeau blanc à Croix-Rouge qui se montre. Changement d'adhérence donc sur l'ensemble du circuit. Et oui, la pluie qui entre dans la danse alors que l'intégralité des pilotes sont partis en slick, tendre à l'arrière et dur à l'avant. Mais ça va pas du tout calmer les pilotes, hein, visiblement, parce que ça boucle toujours les tours en 44. 1 minute 44 en tête de la course et même un peu moins pour d'autres. En tout cas, c'est durant ce tour que Chantra décide d'effectuer son long lap, pénalité ramenée avec lui en souvenir du GP des Amériques. Il laisse donc sa 3e place pour ressortir du long lap à la 7e, puis se fait dépaxer par Dixon dans la foulée. En tête de la course, Canet et Bobier et Arbolino et O'Gara sont toujours à la bagarre. Et c'est O'Gara qui prend l'ascendant sur Arbolino finalement et se retrouve en bataille avec les 2 hommes de tête. Dans l'arrière du peloton, Acosta est en forme et nous fait une assez belle remontada en passant de la 20e à la 12e place. Et à 15 tours de l'arrivée, c'est la pluie qui va faire son strike au 2e virage avec beaucoup de chutes. Le chaos même, tous les pilotes de tête partant high side, rattrapés avec plus ou moins de talent. La moto d'Arbolino va même prendre feu, percutée par une autre moto qui amène des étincelles au passage. Bref, vous en doutez, le drapeau rouge est immédiatement sorti. Heureusement, plus de peur que de mal pour les pilotes tombés. Ils auront cependant interdiction de repartir. Seuls les pilotes, en effet, rentrés dans les 5 minutes après la chute, sont autorisés à reprendre la course pour le 2e départ. À signaler qu'on en avait vu certains qui avaient repoussé la moto ou essayé de prendre des raccourcis. La direction de course a dit non, c'est 5 minutes et sans prendre de raccourcis. Donc voilà, ça a un petit peu calmé les ardeurs de tout le monde. Quelques longues minutes plus tard, la direction de course relance les chevaux pour 7 petits tours. Et la grille de départ, elle est calquée sur le classement du dernier tour sans les leaders de la course. 12 pilotes sont en jeu à ce nouveau départ. Sur 30, quand même, c'est quasiment la moitié du paddock qui est plus là.
Du coup, là, on a l'impression de changer de catégorie. Hein. C'était marrant de voir aussi peu de motos sur le circuit. C'est la moto, il a. Ouais, exactement. Et c'est Dixon, Robert, et Vietti qui s'installent en première ligne, suivi de Navarro, Aldeguer, Alcoba. Dixon part en tête et perd l'avant en laissant la tête de la course à Robert. Se retrouve en bagarre à l'arrière, Aldeguer, Schroeter, Navarro, Gonzalez et Vietti. Et puis finalement, c'est Robert qui l'emporte avec près de 3 secondes d'avance sur le deuxième et décroche sa première victoire en Moto 2. Vietti s'offre quant à lui la seconde place devant Navarro. Une belle opération pour le leader du championnat au vu de sa qualification. Il était 13e. Au championnat, du coup, c'est Vietti en tête toujours avec 90 points, Ogura deuxième 56 points et Arbolino juste derrière 54 points. Alors, on va peut-être commencer par ma remarque que j'avais écrite, un petit peu vite en voyant la course. Moi, j'ai pensé à une petite erreur de la direction de course peut-être sur les indications. Parce qu'effectivement, on a un drapeau blanc avec Croix-Rouge, donc qui nous indique un changement d'adhérence sur tout le circuit à 3 tours. Et de mémoire, on ne le voit plus du tout jusqu'à 15 tours. Et ça explique peut-être en partie cette chute à répétition dans le deuxième virage. Drapeau changement d'adhérence, eux, ils tartinent toujours. Un pneu chaud, ils se disent, il pleut pas assez. Et on a vu les gouttes tomber juste avant la chute, hein, en fait, sur les caméras qui sont situées un petit peu après, un petit peu en aval, et on voyait les gouttes et on se disait, ouh là là, ça pue. Et ça a pas loupé. Alors au début, je pense qu'on était beaucoup à penser qu'il y a de l'huile, hein, parce que c'était tellement strac, comme Le Mans, ça me faisait penser au Mans. Non mais ce qui fait peur, c'est en plus c'est alors je sais plus quel pilote, ça j'ai vu, qui se prend une moto à la façon Joan Zarco par derrière, c'était d'une violence. Ouais, et il y en a d'autres à l'inverse qui ont réussi à les éviter avec un beau petit slalom. Mais ouais, c'est toujours très, très dangereux ce genre de situation, évidemment. Et puis voilà, alors il y a Ophélie qui n'est pas là, mais qui a quand même ajouté quelques petites remarques à cette course. Elle trouve assez injuste, si je ne m'abuse, le fait que les pilotes devant ont été pénalisés. Du coup, est-ce que c'était justifié de ne pas les laisser repartir alors que grâce à eux, les autres, du coup, ont ralenti? Alors, ouais, c'est toujours pareil. Si tu vois qu'il pleut, enfin, même si tu es un pilote de devant, tu ralentis et tu dis tant pis, il faut que je rentre au stand. Vaut mieux rentrer et puis changer de moto et repartir, même dans le 13e, c'était premier, que chuter et tout perdre. Que n'a pas fait Brad Binder. Oui, c'est ça. En Syrie, l'année dernière, on s'en souvient, mais il fallait pas qu'il y ait un tour de plus. Hein. Non, c'est clair. Mais même deux virages, hein, je pense. C'est ça. Après, tu vois comment ça arrive fort malheureusement, c'est les aléas de la course et puis tu rentres plus tôt, plus tard parce qu'il peut. Oui. C'est comme ça. Puis après, il y a un règlement qui dit que tu as 5 minutes pour rentrer au stand. Si tu mets plus de 5 minutes, il peut pas y avoir d'exception. Sinon après il y aura des exceptions à chaque course. Donc le règlement soit un peu clair et c'est pas faute en plus de le dire derrière ce micro très souvent que le règlement n'est pas assez clair. Là pour le coup il l'est et on va pas se plaindre. En tout cas autre remarque d'Ophélie qui a été très bonne élève sur ce coup-là parce que j'ai vu la course mais moi j'en ai noté aucune des remarques. Ogura qui confirme malgré sa chute ses capacités. Et d'après Ophélie, il place Sebi pour remplacer Naka en GP. Qu'est-ce que t'en penses? C'est possible puisque c'est vrai que Nakagami fait pas grand chose et il va peut-être trouver un remplaçant à ce pauvre Nakagami sur la Honda. Ouais. Donc oui, c'est possible. De toute façon, tout est ouvert. Toutes les places en MotoGP peuvent être à n'importe quel pilote, du moment qu'il n'est pas mauvais sur les Moto 2. Voire même sur les Moto 3. Ouais, et puis raison de plus quand le pilote MotoGP en question a remplacé et performe pas de ouf, quoi. Donc là, effectivement, après c'est toujours pareil, hein, c'est quand même deux catégories différentes. On a vu des pilotes être très prometteurs en Moto 2 ou on a souvent vu Moto 2, MotoGP, enfin dans ce sens-là, plus rarement Moto 3, MotoGP directement. Enfin, on le voit cette année, c'est pas fantastique. Non, c'est pas fou, je suis d'accord.
En tout cas, oui, il est bon. Et puis, alors moi, je pense qu'il pense à son championnat de Moto 2. J'imagine mal. Et les Japonais aussi. Hein. Non mais. Oui, il est japonais. Ouais. C'est ce qui pourra jouer parce que je pense qu'Honda veut aussi avoir un japonais sur une de ses motos. Donc, s'ils enlèvent Nakagami, c'est pour mettre un pilote Honda du Japon. Ouais. On le voit en Superbike avec, comment il s'appelle, Nozane. Oui. Ouais. Qui rame avec sa Yamaha, mais Yann, il voulait mettre un japonais sur une de ses motos, donc en MotoGP, c'est la même chose. Non, mais c'est intéressant en tout cas à suivre, effectivement, l'avenir d'Oguara. Il y a encore un peu de course à faire, hein, et puis pour cette saison, on espère pour lui que ça va payer, effectivement, ces bonnes perfs. Un petit mot quand même pour Joe Roberts, ouais. Parce que c'est la première victoire d'un Américain dans cette catégorie depuis 1990. C'était John Kosinski en 250. Voilà. Voilà, Roberts, c'est moche, j'allais dire, c'est tellement beau jamais de profiter de la chute de 13 pilotes, mais 12, pardon. Mais voilà, il l'a fait, et puis c'est bien. Il est resté. Et ça peut peut-être, il est resté sur ses roues. Il est resté sur ses roues, lui, hein. C'est toujours pareil. Hein. Absolument. Et puis Dixon, lui, il se bourre, hein, donc d'autant plus facile après d'autant plus facile. C'était d'autant plus bien joué de profiter des multiples chutes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter quelque chose sur Robert ? Non, c'était tout. J'attends avec impatience le MotoGP, comme tout le monde. Ah oui, formidable. Et passons-y au MotoGP. Alors en Q1, on a Alex Marquez et Marini qui se qualifient pour la Q2. Alors on l'a dit tout à l'heure, mais la météo dantesque en début de week-end, on l'a du coup évoqué, où il va punir Bagnaia, qui va subir 2 belles chutes, dont une du coup en Q1. Heureusement sans grande gravité physique, hein, mais sur le plan sportif c'est plus compliqué parce que il est parti en slick malgré des grosses flaques d'eau encore présentes. Et il va chuter, et il va partir dernier de la grille après un petit check-up où il sera déclaré apte. Donc petit coup dur là pour Bagnaia, qui en plus de pas se qualifier directement pour la Q2, partira à fond de grille. On verra tout à l'heure que ça l'a pas empêché de bien rouler. Non, c'est sûr. En Q2, c'est Zarco qui claque la pole, suivi par Mir et Aleix Espargaro. Miller est 4e, Quartararo 5e, et à noter aussi les belles perfs de Bezzecchi et Alex Marquez qui se qualifient 6 et 7. Marquez est lui 9e, juste derrière Marini. Et donc c'est parti pour 25 tours et un peu plus de 114 km, et dans les premiers mètres justement, c'est Mir qui fait le all shot. Quartararo fait aussi un excellent départ et double Miller et Aleix Espargaro très très vite. Zarco en pole fait un départ pas catastrophique pour le coup, il se cale derrière Miller et Alex Marquez, 3e et 4e. Zarco toujours va se débarrasser avec autorité d'Alex Marquez avant la fin du premier tour. Et à ce moment-là, il y en a un qui, pour le coup, fait une remontée incroyable. C'est Alex Rins qui remonte 13 places, tenez-vous bien, en un tour. Assez dingue, en doublant notamment Marquez à l'aise, exclusé du peu. Dans un commentaire sur Facebook, Sylvain Guintoli, pilote essayeur de la Suzuki, expliquait que la GSX-R, voilà, c'est ça, on va y arriver, avait cette capacité à activer les pneus très très vite au début de course. Là, pour le coup, on en a l'illustration parfaite, avec en plus Mir toujours en tête, qui a déjà à ce moment-là une demi-seconde d'avance sur Fabio. Dans le deuxième tour, tout ça c'est premier tour, attention. Dans le deuxième tour, Zarco se débarrasse cette fois de Miller pour passer virtuellement sur le podium. Et au quatrième tour, ça y est, Fabio a trouvé son rythme. Lui, pour le coup, il a mis 4 tours à activer ses pneus. Et puis, il finit par déposer littéralement Mir au freinage du premier virage. Mir va jamais réussir à le rattraper. Un tour plus tard, Jorge Martin se bourre juste derrière Marc Marquez à la 11e place. Pendant pas mal de tours, les positions vont pas trop bouger en tête. On a toujours Fabio, Mir, Zarco, Miller assez éloigné, et puis plus loin, Alex Marquez et Aleix Espargaro, Oliveira et Alex Rins qui continuent sa remontada et va passer Oliveira et Marquez assez facilement, mais avec style. Et peu après, Bastianini se bourre aussi, Nakagami accroche Brad Binder, mais va repartir en ayant laissé un bout de sa Honda sur la piste. Binder d'ailleurs va aussi chuter quelques instants plus tard. Pendant ce temps-là, Zarco rattrape et double patiemment Joan Mir, qui perd
un peu de rythme au point de se faire rattraper également par Miller. Miller qui, là, pour le coup, va être bien trop optimiste sur les freins au premier virage du 19e tour, perd l'avant et emmène Mir avec lui. Rins, du coup, pendant ce temps-là, est 4e, à 5 tours de l'arrivée, pas de gros changements. Fabio a presque 6 secondes d'avance sur Zarco, suivi par Aleix Espargaro, avec une petite seconde d'avance. A signalé une belle bagarre entre les frères Marquez dans les derniers hectomètres de cette course. Victoire de Fabio, donc presque outrageante, tellement il était facile le dimanche. 4e vainqueur différent en 5 courses. Johan Zarco 2e, Aleix Espargaro complète le podium, Rins 4e, Oliveira 5e, Marquez marque 6e suivi de son frère pour 20 millième et Bagnaia, belle remontée, il finit 8e, parti dernier, hein, on le rappelle. Au championnat, Quartararo prend la tête avec 69 points, Rins a le même nombre de points, 69, mais vu qu'il n'a pas de victoire, il est deuxième. Espargaro a 66 points, complète le podium de ce classement provisoire. Bastianini toujours en contact avec 61 points et Zarco pas très loin avec 51 points. Tout à fait. Et on va lancer la discussion avec une remarque d'un follower, c'est la petite nouveauté de cette semaine. C'est Hugo46 qui nous pose la question suivante. Comment expliquer que Fabio est la 5e meilleure vitesse de pointe au warm-up et que pendant la course, il déboîte très facilement la Suzuki, chose qu'on n'avait pas vue depuis le début de saison? Alors ça, c'est plutôt une bonne question. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il faudrait demander à quelqu'un de chez Yamaha de nous expliquer pourquoi. Non, plus sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas un problème, on va dire, de Yamaha de toujours amener finalement une moto assez ancienne mais qui est assez performante et qui a une moto toujours assez facile et qui lui permettent de peut-être sortir mieux de virages et finalement de sortir plus vite et d'être en bout de ligne droite plus rapidement au max que ses concurrents. Oui, surtout avec un circuit qui pour le coup tournicote pas mal, hein. C'est quasiment une spéciale de rallye. On n'a pas beaucoup de temps mort, hein, dans ce circuit, à part la ligne droite qui est en plus pas très longue. Hein. T'arrives vite au point de freinage du premier virage. Après, c'est... Donc oui, après on sait pas l'usure des pneus, tu vois, si... Enfin, c'est con, mais... quelle était l'usure de tous les pilotes? Enfin, il y a quand même beaucoup de paramètres. Des réglages des réglages de boîte, de suspension. Enfin, je sais pas après s'il y a des choses qui peuvent être touchées entre le warm-up et la course, mais... Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par là? Est-ce que ça peut pas s'expliquer aussi par juste le pilotage de Fabio? Ça peut s'expliquer aussi. Parce que pour le coup, si c'était une question de réglage, je pense que Dovi et Morbi, ça les aurait un peu arrangés. J'exclus Darren Binder pour l'instant parce que le pauvre, il en chie. Hein. Mais là, pour les deux autres Yamaha, les deux autres c'est moche, mais les deux autres expérimentés Yamaha, en tout cas, c'est compliqué. Alors on avait une hypothèse. Hein, ici entre nous, c'était que alors ce qui est sûr, c'est que l'IAM n'a pas de grille arrière, mais il semblerait que Quartararo s'en contente et adopter un style de pilotage très adapté à la moto finalement et qui lui permette de ressortir mieux, alors que à côté de ça, t'as Morbi et Dovi qui disent que c'est juste une question de motricité, de puissance. Là la puissance fait pas tout pour le coup, parce que les trajectoires au cordeau avec un style très coulé de Quarta, ça marche plutôt bien, en tout cas sur un circuit sinueux comme Portimao. Là on a vu que ça marchait bien, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il a su se faire au style de la Yamaha, Dovizioso non, clairement, et Morbidelli, qui connaît pourtant la moto, c'est vrai qu'il n'arrive pas à adapter son style. Alors c'est compliqué. En tout cas, belle victoire. Hein. Enfin, j'allais dire, c'est au moment où s'y attendait quasiment le moins, hein, que Fabio remporte cette première victoire de la saison. Sur une piste sèche, à la sur régulière. une piste sèche, oui. On était contents quand la piste soit sèche. Ouais. Non, c'est dingue. C'est très bon pour le championnat aussi. Oui. Il est là. On est à 5 courses. Il est en tête du championnat avec 69 points, égalité avec Rins. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué parce que, alors bon, j'ai anticipé un peu les questions, mais quand on regarde le classement général, on peut dire qu'il y a quand même 2 gros perdants sur ce Grand Prix. C'est d'abord Mir, parce que s'il était resté 2, 3, 4, il serait au contact de Quartararo et de Rins. Il serait quasiment à égalité avec eux.
Et pareil pour Bastianini, hein, parce qu'il était, si je dis pas de bêtises, dans les 10 premiers quand il tombe. Donc il aurait quand même marqué quelques points et il serait resté dans le wagon. Pareil avec Quarta, les deux Suzuki. C'est clair. Donc c'est un Suzuki qui perd beaucoup parce qu'il aurait eu ses 2 pilotes dans les 3-4 premiers, quasiment ex aequo avec Quartaro. Donc voilà, pour eux c'était une super opération et je pense que c'est que là pour le coup Miller il était de bon cœur quoi. Et là il a voulu ça, savourer la Suzuki là, s'il aurait pas pu s'y prendre. Ah non, c'est Alors moi ce qui m'a un peu rassuré pour parler un peu entre guillemets hors technique moto, hors moto, j'ai bien aimé la réaction de Mir après la chute. C'est-à-dire Miller était accroupi, pas parce qu'il s'était fait mal, mais parce qu'il était dépité. Et dans un premier temps, Mir, on le voit faire semblant d'applaudir. C'est bravo, qu'est-ce que t'as fait, ouais. Et au bout d'un moment, il se rend compte que merde, peut-être qu'il va pas bien, mais il lui dit ça va. Et finalement, et la réaction des deux hommes a été très cordiale. Et pour le coup, c'est vraiment sympa de voir ça parce que ils ont un passif quand même les deux. C'est vrai. Et là, ils ont été très sport, donc c'est plutôt ça fait plaisir à voir quand même. Petit pour signaler surtout que pour le coup l'attentat à la place de Mir, j'aurais vraiment été vénère. Hein, mais ouais. Après, c'est la course, hein, je veux dire. On va aller essayer de doubler. Il était trop sur le frein avant. Il a perdu la moto. Ah bah si t'avais peur de te faire bousculer, fallait faire un autre sport. Hein, non, c'est sûr. Hein, ou faire que du contre-la-montre sur MotoGP 21. Mais bon, c'est là où tu peux dire que c'est peut-être pas gagné pour Miller pour continuer chez Ducati en tout cas, parce que je pense que tu vois la réaction des ingénieurs et des chefs Ducati, ils étaient quand même un peu furax. Tu vois qu'il est rentré, t'avais pas la petite tape dans le dos ou sur les fesses, c'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux. Là, ils étaient assez, ça faisait assez la gueule quand même. Ouais, là ça commence à coûter cher hein, parce que faire encore un résultat un peu pas top, genre faire top 10, ce qui est un résultat pas top hein, quand t'es en usine, hein, surtout Ducat. Là, se bourrer alors que tu vises le podium, c'est clair que... Voilà, c'était clairement podium, et lui se bourre, et quand tu sais que derrière, Pecco, lui, il pouvait difficilement jouer le top 5. Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il a même pas joué son rôle de coéquipier de son gars, enfin de son coéquipier pour le coup, enfin ça fait une redite, mais en se disant, là, j'ai l'occasion de ramener des gros points à Ducati, usine, juste je fais le taf et voilà. Et non, il se bourre et en plus il renverse Miller. C'est ça. Mir, pardon. Donc c'est bon après je pense que Ducati s'en fout hein, que Mir soit tombé aussi. Ouais, ils s'en foutent, mais après pour l'image aussi parce que tu vois ça fait toujours des polémiques, des machins. Donc quand même pour l'image d'un team, c'est quand même toujours moyen que son pilote tombe et qu'il amène avec lui la terre entière. Ah, c'est clair, surtout surtout quand c'est quand c'est un carnage comme ça quoi. Enfin, et encore une fois donc je sais poser une question, enfin un commentaire, c'est que encore une fois c'est une Pramac qui est devant une officielle. Zarco P2 voilà, première Ducati. Ouais, et puis Martin qui se bourre. Bagnaia pour le coup qui fait une énorme remontée, c'est ça. Complètement dingue. Hein. Et là lui il remarque des points aussi bien auprès aussi bien au championnat que auprès de Ducati. Hein. C'est quand même assez ouf de faire 24-8 comme ça. Ouais, c'est chapeau l'artiste. Hein. Chapeau l'artiste. Bon, il a le rythme, hein, on sait qu'il s'est roulé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut les passer les bougres hein, quand même sur un circuit encore une fois très sinueux, où il n'y a pas de temps mort. Là, il n'a pas pu le faire juste au moteur dans les grosses lignes droites. Il s'est bagarré et puis il a remonté. Il a remonté beaucoup de place, ouais. Donc chapeau. Mais encore une fois, on peut dire chapeau, mais on peut dire aussi, mais bon, tu t'es mis tout seul dans cette situation, tu serais pas tombé 10 fois en Q1 pendant les qualifs. Mais c'est là qu'on voit que contrairement à Miller, lui, il prend ses responsabilités. Non, mais tu vois, disons qu'il aurait plus assuré ses qualifs. Je pense qu'il aurait moins cravaché, moins abîmé ses pneus, moins blablabla. Il aurait peut-être pu jouer plus le podium. Parce que les officiels avaient quand même le rythme, hein, tu le voyais avec Miller. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand même, que ce soit Miller ou Zarco, quand ils ont vraiment voulu attaquer, ils ont quand même dépassé la Suzuki dans la ligne droite avec très grande facilité.
À propos de Zarco, justement, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était pas un départ Kata. Non. Alors il perd 2 places, même plus que ça, 4 Mais places. c'est pas Qatar, il en a pas perdu 10. Mais il en a pas perdu 10, il y a quand même du progrès. Et puis il fait quand même des super beaux dépassements dans le premier tour, où là pour le coup il y va franchement et il se pose pas de questions, et ça fait vraiment plaisir de le voir piloter comme ça. Non, c'est clair. Mais c'est toujours pareil. Avec les systèmes de départ des Ducati, pour moi, il peut à chaque fois perdre des places. Je sais pas. C'est la même question qu'on pose quasiment tous les week-ends avec Zarco. C'est en fait, cette phrase-là, il faut qu'on se l'enregistre et qu'on la rediffuse dans la semaine prochaine. C'est ça, ce serait plus simple. Là. on passe à la séquence. Pourquoi Zarco a fait un mauvais départ. Alors là, il a perdu 4 places. C'est pas, ça va. Alors, enfin, non, c'est pas une cata. Ouais. Là, c'est pas la cata, et surtout, il remonte vite. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, contrairement à d'autres où il s'enfermait un peu dans le ventre mou du classement. Là, il a réussi à vite remonter. Il a réussi à imposer son rythme et à s'imposer son rythme à lui-même, d'ailleurs. Et ça a marché, quoi. Enfin, mais toujours pas de victoire, malheureusement. Non. Parce que de toute façon, Quartararo était intouchable, clairement. Mais après, c'est pareil. Zarco, il aurait peut-être mené la course. Est-ce que Quartararo aurait pu l'attaquer, tu vois? Ouais. Ah, bah oui. Avec Dessy, je sais bien. N'empêche, heureusement qu'il était deuxième et pas derrière Miller, parce qu'il serait pris. Il aurait pris cher. T'aurais mis Rins sur le podium, du coup. Non, mais belle course de Johan. Hein. C'est une belle course, je suis d'accord. C'est vraiment top, surtout après un dernier week-end qui était un peu compliqué. Là, ça fait du bien. Et puis, il est pas loin, encore une fois, au championnat. 51 points, hein. À la tête, ils sont à 69. Il peut encore se passer beaucoup de il suffit que Miller... Harpon, Quartararo, Rins, c'est bon pour Zarco. Hein. C'est ça. À chacun son tour. C'est peut-être fait exprès, en fait. Hein. C'est peut-être, il a peut-être voulu aider Johan Zarco au classement général. Alors, hop, allez, on va s'arrêter lui aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera un autre. On n'a pas parlé d'Oliveira. Non. Qui, quand même, mine de rien, fait 5e. C'est l'original de l'étape. Ouais. J'allais dire, c'est un échec 5e pour lui, parce qu'il est plutôt habitué à gagner sur ce circuit. Non, c'est moche. Mais non, c'est bien. Après, Brad Binder se bourre. Alors, les Tech 3, je les ai pas vus. Non, les KTM, c'était pas là. Mais après, c'est pareil, Aleix Espargaro, il faut en parler quand même. Aprilia, encore sur le podium. Ouais. Encore sur le podium, absolument. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire où... tu vois, c'est la petite écurie, enfin, entre parenthèses, hein, la petite écurie qui a ravi pendant 5 ans. Là, à force, et le mec, voilà... Il a réussi à fédérer une équipe, à monter une moto un peu à son style, et voilà. Ils sont là maintenant. Ah ouais, à tel point que tu vois, je l'avais même pas relevé parce que pour moi c'était normal. Ouais, oui. Mais finalement, non, c'est entre parenthèses, ouais. Et c'est un peu le Suzuki d'il y a quelques années. C'est un peu l'écurie qui monte. Et je trouve que c'est bien parce que ça change un peu de Yamaha, Ducati, Yamaha, des fois KTM. Et il va falloir compter sur Suzuki et Aprilia maintenant. Ouais. Et Suzuki très sérieusement, hein. C'est assez dingue. C'est vrai. Ouais. Encore un petit manque ça pêche encore un petit peu en qualif, mais sinon le rythme de course il est incroyable. Je pense qu'on a fait le tour. Bien MotoGP, moi je pense qu'après Ouais. Marc Marquez, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, à Rérez. Ouais. Bon, après voilà, il est 6ème, il finit la course sans se blesser, le bras, il a dit que voilà ce que tu veux, donc c'est pas mal. Hein. Il a dit qu'il était assez déçu de ce résultat. Il n'y a pas de raison faut pas en rougir, hein. Prendre 10 points, c'est pas dégueu, hein. De toute façon, c'est pas, il joue plus le championnat, Marc Marquez. Il peut s'en passer des choses, hein. C'est que la 5e course, il reste encore beaucoup. Mais il peut s'en passer pour lui aussi parce qu'en fait, maintenant on voit que c'est plus un surhomme, c'est un homme. Donc dès qu'il tombe, il peut vraiment se faire mal. Donc voilà, ça peut aussi se passer pour lui parce qu'il est, il est retombé, si je dis pas de bêtises, le samedi ou le dimanche en warm-up, le vendredi, je sais plus, il a fait. Vendredi, je crois. Vendredi, il est tombé. Il tombe quand même encore sur la tête et sur l'épaule. Bon, voilà, c'est encore un petit rappel à l'ordre. Et la moto, elle bouge beaucoup en sortie, hein. Enfin, moi, c'est... Alors, pour Johan Zarco aussi sur Ducati, mais la Honda, je trouve qu'elle bouge beaucoup. Et on l'a vu faire encore des freinages de porcasse avec l'arrière qui soulève, tout qui bouge. Non, mais c'est pas possible de piloter cette moto. Non. Après, les deux Honda, en fait, finalement, la moto, elle a adapté leurs deux styles parce qu'ils sont 11 et 12 avec un point d'écart chacun.
Marquez a 31 points, Espargaro 30. Donc voilà. C'est plus homogène, mais finalement, ça convient plus trop peut-être à Marc Marquez. On va peut-être le voir débarquer chez Yamaha, si ça continue. Oh là là, non, il est encore sous contrat jusqu'en 2024, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, Rossi a mis son veto, de toute façon, chez Yamaha, pour Marquez. Oui, probablement, oui. Un gentleman agrément. C'est ça, comme il est un peu le patron. Ouais. Allez, bah, je pense qu'on a fait le tour du MotoGP. Avant de passer au point Frenchie, un petit mot de la Rookies Cup. Il y a eu 2 courses, du coup, en Rookies Cup ce week-end. Et à la première course, c'est l'Espagnol Rueda qui l'emporte avec plus de 9 secondes d'avance sur l'Irlandais O'Gorman. Le Néerlandais Weyer complète le podium de cette première course et puis il ira s'imposer à la course 2. Rueda d'ailleurs a failli bien faire le doublé, mais il cède sa place pour avoir mordillé la partie verte dans le dernier virage. O'Gorman, néerlandais toujours, est 3e. Nouvelle épreuve de la Rookies Cup à Jerez le week-end prochain. Et puis je te laisse du coup sur les petits Frenchies du Sport 600 notamment, nous dire ce qui s'est passé ce week-end. Alors ce week-end il y avait aussi du Superbike. Alors en Super Sport on a eu droit à un doublé d'Egerter. Et bon, nous ce qui nous intéresse c'est bien sûr Jules Cluzel et le GMT. Donc lors de la course 1, Jules Cluzel qui est parti de la 10e place. Il fait une très belle remontée et il va finir à la 4e place à 5 secondes, presque 6 du vainqueur. Donc on se dit, le week-end est bien lancé. Mais malheureusement, il est rush à noir comme ça l'est arrivé les années d'avant sur la 2e course, puisqu'il va se faire harponner dans les tout premiers virages. Et finalement, il réussit à remonter sur sa machine et il va finir à la 9e place. Alors malheureusement pour lui, il compte déjà 72 points de retard donc sur leader au championnat qui est Egerter. Donc pour moi, je sais pas comment il va réussir à être champion soit du monde, soit meilleur Yamaha en fonction de leurs aspirations au début d'année, en fonction du changement de règlement. Ouais. Bon, il peut peut-être jouer le top 5 au classement général, mais 72 points de retard, ça commence déjà à compter pour Cluzel. Et le deuxième français, Verdoya, lui a eu un problème à son avant-bras et il a été déclaré inapte pour le reste du week-end. Ouais, mais c'est encore dur pour le GMT ce début de saison. Je suis bien d'accord. Ouais. Je sais pas quoi dire. Non, en fait, alors c'est pareil, ça veut dire que est-ce que ça remettrait on est loin de la fin de saison, mais est-ce que si Cluzel était pas champion ou proche du top 3, est-ce que ça remettrait en cause leur participation l'année prochaine au 1000? Après, il peut peut-être plus ça se trouve, ils vont peut-être plus performer en 1000 qu'en 600, on sait pas. Hein. Tu vois, c'est ouais. C'est ça. Mais bon, on verra bien. C'est dommage pour lui et pour eux parce que chaque année, il y a plein d'enthousiasme et d'ambition derrière ce pilote et finalement, chaque année, il arrive des tuiles en fait. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ouais, mentalement, ça doit pas être évident. Non, et puis tu vois, le projet est beau, quoi. Un team français avec des pilotes français, quelque chose d'assez accessible, ils sont hyper ouverts, ils donnent des wildcards et tout. Enfin, tu vois, leur projet est bien, mais c'est dommage quand même à chaque fois qu'il y ait toujours des accidents, des accrochages qui privent les pilotes de mieux, quoi. Ouais. C'est clair. C'est clair. Tu nous dis un petit mot du Superbike? Allez, donc alors Superbike, là pour le coup, on s'est pas ennuyé, surtout en course 1. Et c'est vrai que clairement cette année, il y a une bagarre qui va s'opérer entre 3 pilotes, que ça soit Toprak, le champion du monde en titre, Jonathan Rea et Bautista. Alors lors de la course 1, ces 3 pilotes vont se livrer une super belle bagarre pendant toute la durée de la course. Et c'est finalement le pilote irlandais qui va s'imposer devant l'Espagnol pour quelques centièmes de seconde. Vraiment, c'était presque roue dans roue. Toprak, lui, va compléter le podium. Lors de la course 2, pareil, bis repetita, les 3 pilotes, belle bagarre. Mais malheureusement, alors Razgatoglu et on va dire Toprak et Jonathan Rea sont mal compris en sortie de virage et les 2 pilotes vont s'accrocher. Et ça va laisser la voie royale à Bautista pour s'imposer. Et donc il va finir devant Locatelli et Lecuena, pour le coup, va monter sur la 3e marche du podium, le rookie avec sa Honda. Ouais. Donc c'est pas mal.
Le rookie ex-MotoGP. Le rookie ex-MotoGP. Mais il est quand même rookie. C'est vrai. Et donc Bautista est premier au championnat avec 109 points, devant Jonathan Rea avec 91 points et Toprak est troisième avec 64 points. Côté français, on a eu en fait le chaud et le froid. Alors le chaud avec Loris Baz qui en course 1 va finir à une super 6e place, meilleur pilote BMW. Et malheureusement en course 2, il va chuter. Et à contrario, Lucas Mayas qui était en bagarre pour le top 10 en course 1 va chuter, mais fera une très belle course en course 2 et finira finalement 10e. Donc c'est pas mal pour celui qui a loupé la fin de saison dernière et qui était dans un move assez une spirale assez descendante, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'était pas un super move pour lui. Et Christophe Ponson qui était vraiment pas bien lors de la course en Aragon, là il fait 2 fois P12, donc c'est pas mal pour ce petit team, le Gilles Motorsport. Et, c'est clair. Et voilà. Et puis en Supersport 300, on a la victoire de Hugo De Cancelis en course 2. C'est sa première victoire dans la catégorie, donc bravo à lui. Et puis en la 3e place Scratch et la victoire en Superstock 600 pour Mathieu Gregorio qui roule chez Tech Solutions en du coup Superstock 600. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui, et puis on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu dès ce week-end à Jerez le 1er mai, dernier Grand Prix avant Le Mans. Salut Stéphane, merci à toi pour ces échanges toujours très sympas. Merci Olivier, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, comme d'habitude, le chat Discord, le lien est sur notre Twitter, sur le Twitter c'est qui en pôle, CQEP-8 POD, voilà, et puis la page Facebook aussi de C'est qui en pôle, et on est évidemment sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Salut à tous et à très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.